l'automne est là. La saison cosy est de retour. Si vous me connaissez, vous savez sûrement que c'est ma saison préférée. En même temps, ça se voit dans mon pseudo. Faut savoir aussi que Question Livre, c'est ma saison préférée, tout simplement parce que mon genre de livres préférés sont, tout ce qui va être cosy ou horrifique. Vraiment, c'est fait pour moi. Mais il est possible que toi qui regardes cette vidéo, tu te demandes qu'est-ce que tu vas pouvoir faire alors que ces nuits s'allongent lorsque tu es sous ton plaid en quête de lecture automnale. Vas-tu choisir un livre cosy, un livre horrifique, quelque chose un peu entre les deux? Eh bien, si tu ne sais pas quoi choisir, je suis là pour t'aider. Cette vidéo est donc une recommandation de livre spécial automne. J'ai divisé cette vidéo en 3 catégories. La première, cela va être des livres cosy, donc ça va être vraiment, alors soit des trucs super cosy mignons, soit des choses souvent un peu de mystère et du cosy, que ce soit enchanté ou cosy mystery réellement. Et il y aura même un petit peu de romance, qui sont entre autres les seuls livres de romance que je possède vu que ce n'est pas ma tasse de thé personnellement. La deuxième catégorie, c'est plutôt de l'horreur young adulte. Je fais des R guillemets, laissez-moi faire ça. Je dis horreur parce que souvent ça va être quand même assez léger. Ça dépend des livres. Et évidemment les autres guillemets pour le young adulte, c'est plutôt pour le côté où il n'y a pas d'âge pour lire ces livres-ci. Et la troisième catégorie, ça va être vraiment de l'horreur mais bien plus mature. Donc avec des sujets plus graves, plus importants qui vont peut-être vraiment vous terrifier. Et bien sûr, je dis que c'est plutôt mature mais je sais que personnellement adolescente, j'aurais certainement lu ces livres-là également, donc voilà, faut pas hésiter à être un petit peu fluide si un livre vous intéresse. J'ai mis 7 livres par catégorie, j'aurais pu en mettre plus. Le problème c'est que si j'en mets plus, la vidéo risque de durer très longtemps et comme en fait si je ne suis plus sur YouTube c'est parce que je déteste la partie montage, je vais essayer de prendre un logiciel plus simple à appréhender pour pouvoir continuer à produire des vidéos parce que j'aime filmer, j'aime proposer des choses, mais je déteste monter. Tout ça pour dire qu'il reste des livres que je pourrais vous présenter. Également, ma pile à lire est remplie de livres qui pourraient être dans ces catégories, donc une autre vidéo est totalement envisageable. Évidemment, je préfère avoir lu les livres avant de vous les présenter. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube, donc pardonnez-moi si j'ai quelques problèmes de diction, des choses comme ça, si la vidéo peut paraître un petit peu étrange. Pour les nouveaux qui tombent ici, il faut savoir que cette chaîne parle vraiment d'un peu de tout, j'ai plein de passions, donc la lecture, la couture, le crochet, les plantes, et puis l'histoire de la mode en général. Notamment, il y a encore plein de choses. Donc si tu as envie de découvrir plein de petites choses, n'hésite pas à t'abonner. Pour les autres, n'hésitez pas à liker et vous me direz à la fin de la vidéo quel livre vous tente le plus. C'est parti avec la première catégorie, le cosy. Alors, on va commencer avec des petits chats et de la magie avec Le Manoir de Castlecat. Ce livre a été écrit par Alain T. Puységur et est édité chez Scrinéo. Vous m'en avez déjà entendu parler, d'autant que je vous ai fait gagner les 2 premiers tomes sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas parce qu'effectivement, si j'ai des concours, c'est plutôt de ce côté-ci. Pour le moment, il y a 2 tomes qui sont sortis. Le 3e, je ne sais plus quand il sort. J'affiche la date si jamais j'ai l'info. On va résumer l'histoire rapidement, mais vous allez comprendre pourquoi c'est trop cool. Imaginez un monde magique, une école de magie, mais les protagonistes sont des chats. Voilà, c'est très doux, c'est très mignon et en même temps je l'ai mis en cosy parce que c'est des petits chats quand même, mais certains sujets sont un peu plus matures. Ils vont devoir quand même affronter pas mal de leurs peurs, de choses comme ça. Nous on va surtout suivre la quête de Kovan qui vient d'un milieu qui n'a absolument rien à voir avec la magie ou presque et qui va tout faire pour devenir aspirant en magoculture ou majoculture. J'ai jamais su le prononcer. C'est vraiment adorable, j'ai hâte de lire le tome 3 et le tome 4 parce que logiquement il y aura 4 tomes. Franchement, je recommande à toute tranche d'âge. On va rester avec des petits chats pour ce livre-ci qui est sorti en octobre. Il s'agit de Chats sur ordonnance par Sio Ishiba, édité par Albin Michel. Alors celui-ci, il m'a été envoyé. Quand je vous parle de livres qui m'ont été envoyés, il faut savoir qu'on m'a jamais demandé de faire une vidéo YouTube à leur sujet. Mais je préfère être honnête avec vous, celui-ci en fait partie. Si je vous en parle de lui plutôt qu'un d'autre, c'est que surtout il est sorti récemment et qu'il est adorable et qu'il a un peu de mystère et de magie qui peuvent bien s'accorder avec l'automne. Comme ça au passage je parle d'une sortie récente, donc si vous êtes curieux de savoir ce que ça donne,
Voici la vie. Alors, l'histoire, ça va être un peu comme tous ces livres japonais cosy qui sortent depuis quelques années. Des gens qui ont des problèmes dans leur vie et qui vont se retrouver conseillés à aller voir. On leur dit une sorte de psychologue qui se trouve dans une rue très difficile d'accès, c'est très bizarre, ça se passe à Kyoto. Et ils vont finir par y arriver et quand ils rentrent, eh bien ils vont voir une infirmière un peu, comment dire, sec, un peu hautaine. Et au contraire, un médecin très enjoué, un peu trop, on va dire, je m'en foutiste vu les situations dont on leur parle. Les gens vont expliquer leurs problèmes et systématiquement, il va leur préconiser un chat pour que ça aille mieux. Donc nous, on va suivre ça, mais également, qu'est-ce qui fait que le chat influe sur leur bonheur. Évidemment, vous en doutez, ça va fonctionner, mais de manière un petit peu spécifique. C'est vraiment très mignon et ce que j'ai aimé, c'est que comme dans pas mal de livres du genre, il y a toujours un mystère par rapport aux gens qui font la chose étrange. Vous voyez là, les gens, c'est l'infirmière et le médecin. Et bien là, on a la réponse dans ce livre. On comprend à la fin à peu près ce qui se passe, pas à 100%, mais c'est très beau et j'ai pleuré et je trouve ça très très chouette. Donc vraiment dans la lignée de ces livres-là, avec des petits chats, et une réponse, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, je me devais évidemment de vous parler de Mémoire de la forêt. Ici, c'est le tome 1. Il y a 3 tomes qui sont sortis et le 4e sort à la fin du mois. Ce livre est écrit par Michael Brun-Arnaud et est édité par École des loisirs. Alors celui-ci, je l'ai acheté, mais les tomes 2 et 3, eh bien c'est l'auteur qui me les a offerts. J'ai eu beaucoup de chance et je suis ravie parce que c'est un livre doudou, un livre trop mignon qui te fera certainement pleurer également, mais j'avais très peur de le livre. J'avais très peur de le lire parce que en fait le tome 1 traite quand même pas mal d'Alzheimer, on va revenir dessus, et c'est un sujet qui me touche personnellement. Et finalement je l'ai quand même lu et malgré cette appréhension je n'ai pas été trigger, ça m'a pas... voilà, c'est fait avec une telle douceur que ça va. Donc l'histoire dans ce tome, ça se passe dans la forêt de Belle Écorce et il y a donc Archibald Renard, donc ce renard-ci, qui tient une librairie. Et cette librairie en fait, en gros c'est les animaux qui écrivent les livres et qui les déposent dans la librairie et après les gens les achètent, etc. Sauf qu'un jour Ferdinand Taupe arrive dans la librairie et tout paniqué il dit il faut absolument que je récupère le livre que j'ai écrit. Sauf que mince, la veille, alors qu'un autre animal destrier Archibald, quelqu'un a acheté le livre de Ferdinand et il est incapable de dire qui est-ce que c'est parce que la personne l'a fait un peu discrètement, a laissé l'argent sur le comptoir et est partie. Le problème, c'est que ce livre contenait les souvenirs de Ferdinand et du coup ils ont plus ou moins disparu parce qu'il est atteint de la maladie de l'oubli-tout, Alzheimer en quelque sorte, et ils vont devoir partir en quête pour essayer de retrouver sa mémoire mais aussi le livre. Voilà, vous imaginez bien comment c'est mignon. Alors ça se lit très rapidement parce que pour le coup c'est écrit très jeunesse, mais il y a énormément d'adultes qui le lisent quand même. Puis il y a des illustrations magnifiques. Par exemple, là par exemple le moment où il cherche le livre. L'illustratrice, il me semble que c'est une illustratrice, c'est Sanoé et vraiment son travail est aussi incroyable. À suivre. Bon, je vais vous présenter des livres mais vous risquez de m'en vouloir parce que malheureusement il n'existe pas en français et je n'ai aucune information si une maison d'édition va décider de les traduire ou non. Pourtant je vous les présente parce que je pense que des gens veulent des avis sur ces livres là qui sont en anglais. Ça compte pour un. C'est les 2 premiers tomes du coup de cette saga. Donc le premier c'est lui le premier. The Pumpkin Spice Café et le second est The Cinnamon Bun Bookstore. Si je vous présente ces 2 styles, c'est qu'ils sont vraiment autour de l'automne, je vous en parle mieux un tout petit peu après. Et vous savoir que le 3e tome, qui va être plutôt hivernal, est sorti il y a quelques jours, il a eu de l'avance. Donc c'est en anglais, je dis que les 2 sont automnaux, il faut savoir que lui se passe en fin d'été, début automne plutôt. On voit vraiment que la personne qui l'a écrit n'est pas forcément très fan de l'été et du coup a préféré choisir la période de transition entre les deux. Alors The Pumpkin Spice Café, écrit par Laurie Gilmore, c'est un nom de plume mais je pense que ça parle à certaines personnes. Et ça a été édité dans son auto-édition qui est One More Chapter. Alors de quoi est-ce que ça parle? Eh bien Laurie Gilmore c'est quelqu'un qui est complètement fan de Gilmore Girls et qui voulait faire une romance
autour de cet univers et c'est effectivement exactement ça. Alors en plus il y a du spicy, moi je suis pas hyper fan mais pour ceux qui aiment, j'ai entendu des gens dire que justement elles étaient assez bien décrites. Chaque tome c'est l'histoire d'un couple. Le premier je trouve que c'est très Luke et Lorelai, donc en fait excusez-moi je les appelais Luke et Lorelai, ça sera plus simple pour moi. C'est pas leur nom hein, dans le livre mais donc la femme qui pour moi représente beaucoup Lorelai, elle arrive dans le petit village de Dream Harbor parce que sa tante lui lègue son café et donc elle va devenir gérante du café et le premier habitant sur lequel elle tombe c'est Luke qui est un fermier et qui faisait sa livraison le matin et quand je dis sur lequel elle tombe c'est presque littéral. Vous allez voir le personnage qui ressemble à Luke du coup travaille à la ferme avec ses grands-parents, il est grognon et adorable, cœur sur la main et de l'autre côté on va dire plutôt Lorelai, caractère de Lorelai, elle est super active, elle est extravertie et tout et ils sont trop choux, trop mignons. Dans le tome 2, je dirais que c'est plutôt une dynamique à la Rory Logan parce qu'on va suivre l'histoire de la femme qui tient la librairie et qui va avoir 30 ans et c'est une personne qui n'a jamais fait de folie. Donc plutôt Rory au début de Gilmore Girls, vous voyez, voilà, elle a toujours été dans les clous, elle a jamais osé être extravagante, etc. Et elle se dit, bah mince, je vais avoir 30 ans, elle a une crise de la trentaine. Et un jour, elle va tomber sur un livre dans sa librairie. Dans la section romance, il y aura un livre qui est mal rangé et avec une page cornée. Donc elle va le prendre, elle va l'ouvrir et dedans il y aura un mot de quelque chose qu'elle devra faire avant ses 30 ans. Ce qui tombe vachement bien vu que c'est un peu son objectif et pour ça elle va contacter plus ou moins quelqu'un sur qui elle a un crush depuis super longtemps et c'est une personne qui est réputée pour être un peu un playboy mais en même temps il est super adorable, super enjoué, il fait plein de bêtises tout le temps mais pas des bêtises graves et puis c'est quelqu'un de sérieux aussi à côté, un peu Logan, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup ils vont faire ces petites actions et jusqu'à son anniversaire et voir plus si affinité. Donc c'est qu'en anglais, j'espère que ce sera traduit vu que je sais qu'il y a un public français qui l'attend. On croise les doigts. On continue avec le petit guide de Miss Percy, comment élever un dragon britannique, écrit par Quenby Olson et publié chez Milady. Alors là, on rentre dans une catégorie que j'aime bien, où ça va plutôt être du cozy mystery à l'anglaise. Alors, l'histoire c'est Miss Percy qui est une femme, elle a quel âge? 40, 50 ans, je ne sais plus exactement. Et elle va vivre un peu sous le joug de sa sœur qui est plus jeune mais elle est mariée, elle a des enfants. Et du coup, vu qu'elle vivait toujours dans la maison familiale, elle a fini par s'occuper des enfants et sa sœur est tyrannique et du coup elle a enfoui pas mal de choses, elle a du mal à sortir de cette situation, elle est clairement esclave de sa sœur. Mais un jour elle va recevoir en héritage quelque chose d'étrange et parmi toutes ces choses étranges, il va y avoir une pierre encore plus étrange. C'est la première fois qu'elle va voir un petit peu quelque chose pour elle, donc elle va vouloir le garder. Pour ça, elle va s'aider d'un prêtre qui justement étudie des choses. J'essaie de vous en dire sans trop vous en dire, mais en même temps, ça va bien tomber à un moment. La pierre qui était dedans, vous vous en doutez, se révèle être un œuf de dragon. Et bah maintenant, il va falloir cacher un dragon, autant aux yeux de sa sœur que aux yeux de tout le monde. Un dragon qui grandit, comment est-ce qu'on fait pour cacher ça? Mais au passage, il va y avoir quelqu'un qui était au courant de cet héritage et qui aimerait le récupérer et qui va foutre le bazar dans la situation. Donc il y a aussi toute une étape où on espère qu'elle va se rebeller contre sa sœur. Ce livre, je l'ai lu juste avant le livre précédent et ça m'y a fait une vibe très commune. Déjà c'est britannique, là le protagoniste je crois elle a une trentaine d'années. Il y a quelque chose où la personne n'est pas toute jeune, il y a de la magie, il y a du thé, il y a de l'héritage, vous voyez ce que je veux dire. Donc il s'agit de La mort de Tante Dimity par Nancy Anderton, édité chez Verso. Donc là c'est le tome 1, je sais que le tome 2 devrait bientôt sortir, alors quand la vidéo sort je pense qu'il est déjà sorti. Il s'agit donc de l'histoire de Laurie, une américaine qui, quand sa mère va décéder, elle va découvrir un truc, c'est que elle a hérité de quelque chose d'énorme et qu'elle ne savait même pas que ça existait. C'est-à-dire que quand elle était petite, sa mère lui racontait les histoires de Tante Dimity et pour elle c'était un personnage imaginaire que sa mère avait créé. Sauf qu'en fait Tante Dimity elle existe vraiment. Tante Dimity elle habite en Angleterre, Tante Dimity est décédée et c'est elle qui va du coup lui léguer tout un héritage et cet héritage c'est plus ou moins
tout un mystère. Mais aussi du coup un mystère britannique qu'elle va devoir résoudre en Angleterre dans son cottage. Et il faut savoir que dans l'histoire il y a aussi deux personnages importants qui sont les notaires, le père et le fils qui a d'ailleurs plus ou moins l'âge de Laurie, qui va aussi l'accompagner en Angleterre pour résoudre ce mystère. Et le père est aussi un personnage trop chouette, franchement je l'adore, voilà, en fait ça tourne autour de peu de personnages, mais je trouve que chaque personnage est complexe, a ses qualités et ses défauts, et je trouve ça... Ah, j'adore, et j'ai hâte de lire le tome 2. Et il y a de la magie, enfin de la magie de... Il y a de l'imaginaire quoi, c'est pas 100% cartésien quoi. Il y a des petites choses sympas. Donc quand le tome 2 sortira, j'ai très hâte de le lire. Malheureusement actuellement j'ai une pile à lire qui ne rentrerait pas dans l'écran, voilà, ça se lit très bien, assez rapidement pour le coup, mais vraiment si vous voulez un truc cosy, doudou, avec un peu de mystère, foncez. Pour finir, je sais que je vous en ai parlé des millions de fois, mais je ne peux pas faire une vidéo sur des livres cosy sans en parler, je suis désolée. Il s'agit de Légendes Zélatées par Travis Baldree, édité chez Yanis. Légendes Zélatées, c'est quoi? C'est tout simplement pour moi le livre le plus cosy de l'univers. On va suivre l'histoire de Viv, une orque mercenaire qui, lors d'une de ses batailles, entre grosses guillemets, va découvrir ce qu'est le café, parce qu'elle va rentrer dans un café. Elle va être tellement attirée par l'odeur et le goût qu'elle va se dire bah c'est ça que je veux faire, je veux ouvrir mon café. Sauf que le café c'est connu que par des gobelins qui vivent dans une ville spécifique, personne d'autre connaît le café. Donc elle va décider d'ouvrir un café dans une ville où personne ne connaît le café, essayer de le faire fructifier. Voilà, elle va en faire profiter tout le monde. Elle va rencontrer cette succube et potentiellement il va y avoir une petite romance très mignonne, suffisamment mignonne pour que je gagatise sur cette romance, qui va du coup être son employé, mais il n'y aura pas qu'elle, il y aura aussi quelqu'un qui fait des cinnamon rolls et ça va te donner envie de manger des cinnamon rolls, je te le dis. Ce que j'aime dans ce livre est quelque chose qui lui a été reproché par pas mal de gens et qui a été plutôt corrigé dans le tome 2, et du coup je préfère le tome 1 parce que moi j'aimais beaucoup cet aspect là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tension. En fait c'est trop mignon, il n'y a pas beaucoup de oh mince qu'est-ce qui va se passer ensuite, il y en a un peu mais c'est pas très violent. Et moi j'aimais bien parce que bah, c'était ce côté cosy que je cherchais et que je trouvais exceptionnel dans ce livre. Et dans le tome 2 il y a de la tension, il y a des oh mon dieu qu'est-ce qui va se passer. Il est très bien hein, mais juste je suis un petit peu déçue que c'est pas repris cette ambiance là. Voilà le dernier livre de la catégorie cosy. Il est temps maintenant de la deuxième catégorie, horreur young adult. C'est parti. Alors, je vais commencer en fait la catégorie par quelque chose qui est presque plus jeunesse que young adulte, mais ce n'est pas cosy pour autant. Donc voilà, ça fait pas mal la transition. C'est un livre qui est sorti hyper récemment et que j'ai vraiment adoré. J'ai hâte de lire la suite. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais il y a quelque chose de particulier avec ce livre qui m'a fait ce truc de quand j'étais plus jeune et que je lisais des livres et que j'étais en mode waouh quel univers merveilleux. Je parle de Ajos Perdido par Victor Dixon, édité chez Bayard. Alors, ceci c'est un livre que la maison d'édition m'a envoyé et il est franchement magnifique. Voilà, j'avais tout un joli coffret avec et tout. Et si je vous en parle, c'est vraiment que ça a été un coup de cœur en fait. Mais il y a pas mal de coups de cœur. En même temps, je vous montre mes livres préférés, qu'on soit bien d'accord. Mais je m'attendais pas du tout à ça, ne connaissant pas Victor Dixon, même si je sais qu'il est assez publicité et tout. C'est un livre qui va parler des croque-mitaines. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, Lucie est une jeune fille, mais vraiment une enfant. Elle a quel âge au début? 10, 11 ans, quelque chose comme ça. Elle est vraiment toute petite. Et un jour, en rentrant de l'école par le bus, elle se rend compte que sa mère n'est pas à la maison et qu'elle s'est volatilisée. Il se passe des choses étranges, elle va au grenier, elle manque de se faire agresser, etc. Le truc disparaît, elle comprend pas ce qui se passe. Et nous on va la retrouver un an plus tard où elle va vivre chez sa tante qui l'exploite carrément à voler des choses qu'elle trouve dans le métro new-yorkais. À côté de ça, elle vit dans une baignoire chez sa tante, enfin c'est de la maltraitance hein, clairement. Et je pense que comme plusieurs choses dans ce livre, il se révèle être plus horrifique pour un adulte que pour un enfant parce que l'enfant n'aura potentiellement pas le même niveau de lecture. Un enfant va lire qu'à quelqu'un de son âge ou plus vieux dort dans une baignoire, il va dire oh il a pas de chance, et nous on va se dire c'est de la maltraitance,
c'est horrible. Elle vit chez sa tante, etc. jusqu'au jour où elle va trouver une sorte de pendentif un peu bizarre, elle ne comprend pas bien ce que c'est et en fait c'est un pendule. Ce pendule qui fonctionne avec elle parce que ça lui pique, enfin elle se rend compte qu'il se passe quelque chose. Elle va se décider du coup de plutôt le ramener là où elle l'a trouvé, donc elle va le ramener aux objets trouvés à New York au métro et une femme va se rendre compte que tiens, c'est mon pendule mais il fonctionne sur toi. Ça veut dire que tu es une retrouveuse. Et en fait, qu'est-ce que c'est les retrouveurs? Ce sont des personnes qui sont capables de retrouver des objets ou des gens qui ont été volés par les croque-mitaines. Et les croque-mitaines, eh bien, l'univers est tellement étendu, c'est compliqué de vous faire un résumé tellement il est bien. Mais en gros, les croque-mitaines, ce sont des créatures qui créent tout un espace pour eux dans ce qu'on appelle des oubliettes. Et les oubliettes, ça peut être n'importe quelle porte en fait qui peut mener sur une oubliette. Seulement les personnes ayant le don de retrouvage peuvent ouvrir ces portes et tomber dans les oubliettes. Et donc chaque croque-mitaine a une oubliette. Par exemple, si tu es une croque-mitaine infirmière, il y en a une, et bien son oubliette ça va être un hôpital et qui va avoir certainement accès à un ou plusieurs hôpitaux. Les oubliettes sont plutôt grandes ou plutôt petites. Chaque croque-mitaine a des créatures qui vont le servir. Bref, c'est hyper étendu comme vous le voyez et il y a tellement de choses à faire, je trouve ça trop cool. C'est trop bien. Et l'histoire, on se dit oh bah tiens chouette, quelqu'un a découvert le talent de Lucie, cette fameuse Rita Perdido qui tient l'agence Perdido qui a donné le nom au livre. Sauf que en fait il va se passer des événements qui font que il va lui arriver beaucoup de choses avant de pouvoir vraiment communiquer avec cette femme. C'est trop cool, c'est super étendu, c'est plein de rebondissements. Je vais arrêter d'en parler parce que ça fait déjà un moment que je parle de ce livre. Mais je suis très excitée comme vous pouvez le constater, je le trouve trop cool. Ça va pas m'aider parce que ce livre aussi je l'ai beaucoup aimé. Alors là c'est le livre en anglais mais il existe en français et il s'appelle Meurtre, mode d'emploi. Il est écrit par Holly Jackson et publié chez Electric Monkey mais je ne sais pas du tout la maison d'édition française. Je l'écrirai si j'oublie pas. Voilà. Alors qu'est-ce que A Good Girl's Guide to Murder? Déjà peut-être que vous le savez pour ceux qui sont un petit peu renseignés, mais oui il y a une série Netflix qui est sortie au sujet du livre. J'ai pas encore vu la série mais apparemment elle est moins bien que le livre. Alors pourquoi je vous présente un policier plutôt jeunesse alors que ça fait pas trop forcément Halloween, même s'il y a une enquête pour meurtre, etc. Parce que ce livre il m'a bluffé tout simplement. Voilà, j'ai un petit peu ce truc un peu pénible dans ma vie où pendant très longtemps, pour moi lire un livre et pour que le livre soit bon, il fallait que ça me prenne un peu le crâne, vous voyez, que ce soit un peu ronflant. Il y a quelques mois, je suis tombée sur des livres qui m'ont fait découvrir que non, ça n'a pas besoin d'être ronflant pour être extraordinaire et pour te faire du bien et pour être cool et pour te faire voyager. Et s'il y avait une catégorie de livres que j'avais peur de tester dans un livre, dans un style autre que ronflant, c'est bien les livres d'enquête. Et lui, on sent qu'il est vraiment jeunesse dans son écriture, etc. Et pourtant, je n'ai jamais lu un livre avec autant de retournements de situation, mais bien écrit, bien chouette, bien palpitant, où tu te demandes qu'est-ce qui se passe jusqu'à la dernière page, tu te demandes ce qui va se passer, c'est incroyable. Franchement, je suis fan, j'ai acheté le tome 2, je ne l'ai pas encore lu parce qu'encore une fois il est dans ma pile à lire comme ça, mais j'ai très hâte. Alors, de quoi est-ce que ça parle? Alors, il s'agit de l'histoire de Pippa qui vit dans une ville où Andy Bell est une jeune fille qui a disparu et tout le monde sait qui est le criminel. Il s'agit de Sal Sink. Je sais pas comment prononcer, je suis désolée. Qui, tout le monde sait que c'est lui qui l'a assassiné parce que il y avait les preuves sur lui, etc. Sur son cadavre d'ailleurs, à lui. Et elle est pas d'accord, elle se dit non, il y a quelque chose qui me plaît pas avec cette histoire. Donc elle va profiter de son projet d'études. Je sais pas comment c'est traduit en français parce que là c'est un truc hyper précis. Mais en gros, il doit faire de gros dossiers sur un sujet qu'ils ont choisi pour du coup leurs études. Et elle va choisir comme sujet le meurtre du coup de Andy Bell. Et on va essayer de trouver est-ce que le meurtrier est vraiment lui? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et c'est vraiment trop cool, voilà. Et apparemment le tome 2 est encore meilleur, donc j'ai trop. Là, ça va être un peu plus léger, c'est Vive la Reine des Citrouilles par Shea Earnshaw, édité par Hachette Heroes. On montre un petit peu comme ça, voilà, de toute beauté. Alors, c'est la suite de L'étrange Noël de Mr. Jack du point de vue de Sally, qui est devenue la Reine des Citrouilles. Sauf que pour elle, ça lui convient pas, elle a quitté entre grosses guillemets sa prison, non,
clairement sa prison là avec le professeur. Et bah maintenant elle se sent à nouveau prisonnière, mais prisonnière du coup de son statut de reine des citrouilles qui ne lui convient pas du tout, c'est pas du tout ce qu'elle voulait. Du coup un peu perdue, elle va retourner à l'endroit où vous savez il y a les portes et elle va tomber dans le monde des rêves, sauf qu'en fait le fait d'ouvrir et d'entrer dans ce monde là va déclencher une série d'événements hyper négatifs et elle va essayer de voir comment faire pour s'en sortir. Alors, truc trop cool, c'est que dedans on va voir l'intérieur des autres portes des autres fêtes que Halloween et Noël, que l'on ne voit que dans l'étrange Noël de Mr. Jack. On va avoir celui de la Saint-Patrick, celui des œufs de Pâques, celui de la fête nationale, celui de la Saint-Valentin et du coup bah on découvre ces univers en les lisant et je trouve ça trop bien. J'avais peur, en fait j'ai toujours un peu peur quand je lis des livres qui sortent de films, de séries, machin et tout, que ce soit pas bien et pourtant bah là j'ai vraiment retrouvé l'ambiance et j'aimerais beaucoup qu'ils le fassent parce que c'est vraiment sympa. Ce serait un super deuxième film pour l'étrange Noël de Mr. Jack. On continue avec Hôtel Majestic de Silea qui est un livre qui est auto-publié. C'est le livre qu'elle a sorti pour Halloween l'année dernière et ça raconte une histoire que j'aime beaucoup. En fait, le suivant est aussi un livre de cette autrice. Et en fait je trouve qu'elle décrit l'horreur avec une originalité que j'aime énormément. Ou au contraire, vous allez voir pour le suivant, une sorte de manque d'originalité dans le sens où c'est une sorte de slasher hyper classique mais qui fait du bien, qu'on a envie de lire, sinon je les aurais pas mis ici de toute façon. Donc Hôtel Majestic, c'est Enzo qui voulait changer de vie et il arrive dans une nouvelle ville pour travailler, sauf que bah du coup il va vivre dans un ancien hôtel qui a été restitué pour être un immeuble, sauf que doucement il y a des choses qui ne vont pas du tout, il a des hallucinations, est-ce qu'il vient d'entendre un enfant pleurer dans la nuit, est-ce que les murs sont en train de suinter et en fait il va découvrir que l'hôtel est rénové qu'à moitié et que l'autre moitié est toujours délabré et que les sons étrange, tout ce qui est bizarre semble venir de là-bas. Alors, il est incroyable, on a l'impression d'être un petit peu fou aussi quand on le lit et je trouve ça cool parce que en fait jusqu'à la fin presque et même après on peut se dire soit c'est une histoire de maladie mentale, d'intoxication ou peut-être que c'est réel ce qui se passe. C'est toujours hyper flou parce que tout est toujours hyper flou et c'est à toi de choisir un petit peu quelle version tu préfères croire, mais il faut savoir qu'en fait c'est une sorte de préquel à une série de livres qu'elle a et dans ce cas-là l'horreur fantastique, l'imaginaire existe vraiment, mais dans celui-ci eh bien bah à toi de choisir et je trouve ça vraiment très bien. J'aime autant l'une version que l'autre, je les trouve trop complémentaires. Imaginer les deux est vraiment incroyable. Donc Silea, j'adore ses livres d'horreur. Je sais pas si elle va en sortir un cette année pour Halloween, faut que je me renseigne, mais voilà. Alors ça c'est le livre avec lequel je l'ai découverte, c'est Le Portail. Et alors ce que j'aime beaucoup dans ce livre c'est que c'est un cliché des films d'Halloween. Ça se passe à Halloween. Le personnage principal, Marc, veut ramener quelque chose d'un petit peu exceptionnel pour faire peur à ses potes. Et il tombe sur un vieux livre, un vieux grimoire trop bizarre et tout. Et puis il va le ramener, et puis ils vont l'ouvrir, et puis ils vont libérer des monstres et tout. Et c'est vraiment le cliché de ça, mais c'est ça qu'on veut lire en fait pour Halloween. C'est drôle parce que autant quand c'est quelque chose de super original, c'est super cool, mais autant quand elle fait des trucs clichés, c'est aussi super cool. C'est vraiment... c'est cliché, mais c'est vraiment ça que tu veux lire. J'ai adoré. Ensuite, alors, du thé pour les fantômes. Alors, si tu regardes cette vidéo et que tu as déjà entendu parler de ce livre, tu te dis tiens, il est pas dans Cozy, c'est bizarre. Il n'est pas du tout Cozy. Je ne comprends pas pourquoi il a été classifié comme Cozy, c'est complètement faux selon moi. En fait, c'est mon livre actuel, hein, celui que je suis en train de lire. J'en suis pas à la moitié, vous voyez. Mais jusque là, c'est pas du tout Cozy et même au contraire, si c'est Cozy par la suite, le début est tellement horrible que non, tu ne peux pas le classer comme Cozy. J'aurais presque pu le mettre dans horreur adulte parce que c'est un livre qui peut être un peu traumatisant. Franchement, je connais quelqu'un qui a eu du mal à lire à cause du début justement. Donc, ça c'est Du thé pour les fantômes, c'est écrit par Chris, alors je suis désolée pour la prononciation, Vuklicevic, et c'est édité par De Noël Lune d'encre. Alors, ça se passe à Nice et c'est l'histoire... Comment décrire ce livre? C'est compliqué, attendez. Donc c'est l'histoire, on va dire, plutôt de deux sœurs. L'une des sœurs, quand elle parle, il y a des papillons qui sortent de sa bouche. Elle est capable d'exploser quand elle ressent trop d'émotions, mais littéralement elle explose avec de la suie partout. Quand elle crache par terre, il y a une sorte de plante qui pousse, une plante...
vénéneuse ou une mauvaise herbe ou quelque chose comme ça. Il faut savoir que les papillons qui sortent de sa bouche quand elle parle, si elle se pose sur quelque chose, ça peut le fissurer. Ça se pose sur un visage, ça peut faire des rides, sur des cheveux blancs, enfin, ça dégrade tout. Et elle, c'est la sœur, on va dire, mal aimée. Son nom c'est Agonie. Et il y a la deuxième sœur qui est Félicité, qui est le personnage plus central du livre, qui elle peut voir les fantômes, qui ne peut dire que la vérité. Elle est incapable de mentir et elle fait des études pour préparer du thé pour pouvoir faire en sorte que les fantômes puissent passer de l'autre côté. Parce qu'en fait, comme dans pas mal d'histoires, si les fantômes restent sur Terre, c'est parce qu'ils ont quelque chose à régler et souvent ils ont même pas vraiment conscience de ce qu'ils ont besoin de régler. Donc soit elle va aider les fantômes directement, soit les vivants qui ont besoin de réponses par rapport aux morts. Voilà. Sauf que bon, c'est ces deux sœurs qui vivaient dans un endroit très bizarre, pas loin de Nice, qui est un peu réputé pour avoir des petites carabistouilles magiques, etc. Dans la campagne, c'est vraiment, ça fait magie de campagne, vous voyez. Il y a leur mère là-bas qui est toujours en vie et qui va décéder. Et alors c'est là où c'est très graphique, très traumatisant honnêtement pour pas mal de gens je suppose, parce que sa mort va être très graphique. Et sans avoir de trigger par rapport à ça, mais moi ça m'a un petit peu... Vous voyez, pas très bien, vous voyez. Sauf que lorsqu'elle va mourir, cette mère, et bien il va se passer plein de mystères. Elles vont se rendre compte qu'il se passe des choses vraiment étranges autour de leur mère. Déjà, pourquoi elles sont entre grosses guillemets des sorcières. Leur mère aussi avait des sortes de pouvoirs étranges. Leur père aussi. Et elles vont se rendre compte que elles savent pas grand chose en fait de toute la situation. Et elles vont vouloir résoudre tout ça. Donc on va plonger entre le présent des sœurs qui sont... 50, 60 ans, 40, je sais plus exactement, je suis désolée, ce sont des sœurs jumelles, mais aussi leur passé pour savoir un petit peu comment est-ce que par exemple Félicité a découvert la théologie qui est l'histoire du coup de pouvoir donner du thé à des fantômes, leur faire boire du thé, mais aussi des thés spécifiques pour les humains pour les aider à mieux comprendre certaines choses. Donc là par exemple je viens de lire un chapitre sur son premier jour à l'école alors qu'on avait eu du présent et tout. En vrai ça a l'air sympa, sinon de toute façon j'aurais pas continué de le lire. J'ai très hâte de lire la suite pour vous faire un avis complet parce que c'est assez étrange en réalité. Voilà, en réalité. Alors, on finit cette catégorie par... Putain, ça fait 50 minutes que je filme et je me dis ça devrait aller. Il me reste une catégorie entière. Bon, on finit cette catégorie par Spirale de Junji Ito. Alors si, c'est pas vraiment le livre que je recommande, mais c'est l'artiste Junji Ito. Je vais pas ouvrir le livre pour épargner aux âmes sensibles certaines visions. C'est un manga. Et Junji Ito, c'est vraiment le maître de l'horreur japonais, mais c'est très graphique ce qu'il fait. Donc si vous êtes curieux, je vous conseille plutôt d'aller voir sur internet son travail. Je les recommande énormément si vous aimez les trucs un peu gore, mais aussi où tu dis l'imagination du gars n'a aucune limite. Il y a plein d'œuvres génialissimes faites par lui. Recommandation d'auteur si jamais vous ne le connaissez pas. On passe désormais à la troisième catégorie qui sont les livres d'horreur plutôt matures. Et quand je vois ce qui m'attend, je sais que je vais devoir parler encore un moment, surtout à cause d'un livre. C'est parti. On va commencer par ce qui est certainement mon livre préféré et d'ailleurs le suivant est mon deuxième livre préféré. Je n'ai que deux livres préférés et ils sont tous les deux sur mes genoux. Le premier c'est Dracula de Bram Stoker. Alors oui, c'est un classique. Je suis pas sûre d'avoir besoin de vous en parler parce que tout le monde connaît globalement Dracula. J'ai enfin passé le cap de l'acheter parce que en fait maintenant il coûte pas très cher. Lui m'a coûté 4,70€. Je trouve la couverture trop belle. Faut quand même que je vous parle de 2-3 choses par rapport à ça sans vous parler vraiment de l'histoire parce qu'on la connaît plus ou moins. En fait quand j'ai commencé le livre j'avais peur de trop en savoir sur les vampires et du coup de ne pas me faire surprendre. Il faut savoir que petite j'étais hyper fan des vampires et du coup je connais plein de choses à leur sujet. Malgré tout je ne connaissais manifestement pas tout. Malgré tout, encore une fois, ce livre m'a fait frissonner. Il avait vraiment ce truc malsain qui te dit waouh, c'est génial. Enfin, malsain, c'est génial. Hors contexte, c'est très bizarre. Il a vraiment ce truc où t'as beau savoir, t'as beau machin, et il est incroyable quand même. Le seul défaut de ce livre écrit est quand même important pour moi. C'est il a été écrit à une époque où la place des femmes, c'est quelque chose de particulier. Et on a dans ce livre le personnage incroyable qui est Mina, qui est vraiment un personnage féminin, mais elle est géniale. Pour moi, c'est l'un des meilleurs personnages du livre, voire le meilleur, tu vois, où les gens vont la décrire que c'est une femme forte parce qu'elle a le cerveau d'un homme. Voilà, c'est le seul point noir. Encore une fois, faut remettre dans le contexte de l'époque, mais j'avoue que pour notre époque actuelle, ça nous fait grimacer. Mon deuxième livre préféré est très spécial. C'est Une fille qui se noie par Caitlin R. Kiernan, édité par Albin Michel.
dans la collection Imaginaire. Celui-ci m'a été envoyé d'ailleurs il y a longtemps. Il y a plus d'un an et demi. C'est un roman dit gothique qui d'ailleurs a eu le prix Bram Stoker, ce qui est très drôle. Il faut mettre un peu de contexte au livre. C'est un livre qui va parler de schizophrénie, de moins en moins médiqué, écrit par une autrice schizophrène. Bref, donc on est vraiment au plus proche du réel par rapport à cette maladie mentale et on va suivre du coup India Morgan Phelps qui est une personne qui va essayer d'écrire un livre au sujet, alors que je veux dire, une histoire de fantôme avec une sirène et un loup. La chose étant que chacun de ces créatures, en fait, il y a une histoire personnelle réelle qui mélange du coup sa maladie mentale à presque du fantastique et du réel. En fait, quand tu lis ce livre, j'ai pas les mots, mais vraiment tu sens la dégradation, le manque de médication, et plus tu le lis, plus ça devient flou et tout se mélange et tout, et t'as l'impression toi-même d'être malade. Parce que c'est super bien écrit, parce que c'est génial, et parce que je le recommande à n'importe qui, sauf évidemment si vous avez des triggers à ce niveau. Très spécial à écrire, mais la fille qui se noie, c'est vraiment dans le livre, tu vas te noyer avec elle aussi. Tu vas te noyer dans sa psyché, et c'est trop fort. Voilà. Alors, ensuite, je vous montre le tome 1 de la saga Blackwater par Michael McDowell. Je sais pas si on voit, mais ici j'ai les autres tomes. Déjà, on va parler un petit peu de la maison d'édition qui est Monsieur tout seul l'ouverture, qui ont toujours tendance à faire des livres incroyablement magnifiques. Déjà, le tome 1 de Blackwater, voilà. 2, j'ai par exemple aussi les Anne. Et vous voyez toujours, ils s'amusent à faire vraiment des objets. Alors, qu'est-ce que Blackwater? Eh bien Blackwater, c'est une œuvre quand même assez importante de l'horreur américaine parce que l'auteur Michael McDowell, qui est malheureusement aujourd'hui décédé, a fait des œuvres majeures dans le genre. Ce que j'ai beaucoup aimé avec Blackwater, c'est que on va suivre l'histoire d'une famille. Je crois que ça commence vraiment fin 19e et ça vient jusqu'aux années 40-50. Donc on va suivre l'évolution, les personnages qui vivent, les personnages qui meurent, etc. Mais dans l'histoire, il y a du coup la Perdido, qui est une rivière qui traverse la ville de Blackwater. Et dans la Perdido, il y a une créature très étrange qui est capable de prendre forme humaine et d'intégrer notamment la famille. C'est pas vraiment du spoil parce que ça se comprend quand même très vite ce qui se passe. Créature qui se nourrit quelque part de violence et de chair va réussir à s'intégrer dans une famille, à vivre une vie de famille. Comment est-ce que ça va se goupiller, comment est-ce que ces enfants vont être à tout ça, vous le savez au fur et à mesure de la série. Et on va vraiment les voir traverser les étapes d'une vie américaine en Alabama où ils vont vivre le crash boursier, la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, des choses comme ça. Quels impacts ça va avoir sur eux en plus de tout ce qui se passe dans la ville. Voilà. Alors le livre suivant, je ne l'ai pas encore lu et c'est encore un livre de Michael McDowell et ça se passe aussi en Alabama et je pense que ça suit un petit peu peut-être Blackwater, je ne sais pas. Si je vous présente, c'est qu'il vient de sortir, il avait l'air incroyable donc je trouverais ça dommage de pas vous le présenter. Donc toujours dans la même maison d'édition, souvent quand ils font un auteur, ils aiment bien rester sur la même charte graphique. Alors je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Babylone, Floride, 1980. Chaleur et pom-pom girls, rumeurs et superstitions, serpents venimeux et mort brutale, mais aussi une rivière tortueuse qui a déjà marqué la famille Larkin d'un saut funeste. Alors, quand la jeune Margaret disparaît, c'est comme si ses flots se mettaient à couler à l'envers, faisant ressurgir ceux qui n'auraient jamais dû y sombrer. Au même moment, une immense lune se lève au-dessus de la ville et envahit tout de son éclat implacable, aveuglant, victime comme meurtrier, les déchus de Babylone. Et le titre, c'est Une phrase sur Babylone. Hâte de pouvoir vous en dire plus. Alors là, évidemment, c'est plutôt un conseil d'auteur que vous connaissez certainement tous, mais c'est pas grave, on le fait quand même parce que comme ça me permet de vous parler de son dernier livre qui est sorti il y a quelques mois, Stephen King. Là, c'est Holly. J'ai beaucoup aimé ce livre aussi, plus que ses livres récents, je dirais. Alors, Holly, c'est un personnage qu'on a déjà vu dans d'autres de ses livres. C'est une inspectrice que l'on entend parler des Monsieur Mercedes qui, du coup, est confrontée à des choses, les créatures dans Monsieur Mercedes, si je veux pas trop spoil. Là pour le coup, il n'y a pas de fantastique, il y a des disparitions dans une ville qui sont vraiment très étranges. On va vite se rendre compte que c'est des gens qui torturent d'autres gens pour des histoires dégueulasses et Holly va du coup vouloir essayer de résoudre cette enquête. Pourquoi est-ce que je l'aime? Eh bien parce que je trouve que c'est un livre doudou. C'est horrible ce qui se passe, attention. Ce que je veux dire, c'est que moi j'adore l'horreur. Et c'est un peu un classique. Pour moi, c'est déjà un classique en fait de l'horreur. Alors pas une masterclass, mais un classique. Dans le sens où ça prend des codes qu'on aime bien et qui sont presque réconfortants quand on aime la plume de Stephen King. Et je sais pas comment dire, vraiment,
Il est pas cosy du tout, hein, il est horrible, mais il me fait cette impression de livre doudou parce que c'est ce que j'avais envie de lire, voilà, au moment où je l'ai lu, et je le trouve très très bien pour ça. Que demander de plus, et surtout j'adore le personnage de Holly qui est neuroatypique, et je crois qu'elle est autiste, donc en plus un peu d'identification quand un personnage neuroatypique étant moi-même neuroatypique, il y a des choses où tu te dis ah, je sais de quoi il parle, voilà. Alors, avant-dernier livre qui est une masterclass, Babel par R.F. Kuang. Alors, c'est un pavé. Ça a été édité par De Saxus et R.F. Kuang est une autrice à suivre de très près. Et Babel, eh bien ça va se passer à Oxford en Angleterre. Dans l'université, il y a une tour comme la tour de Babel qui s'appelle Babel. Et dedans, en fait, il y a un service de traduction et aussi d'argentogravure. Qu'est-ce que l'argentogravure ? C'est une forme de magie qui va permettre de faire énormément de choses. C'est pas de l'électricité, mais vous voyez, les gens s'en servent comme nous on se servirait de l'électricité, vous voyez. Sauf que, en fait, ce livre parle énormément de colonies et en fait, ils vont prendre des enfants dans des pays tels que la Chine, l'Inde, etc. pour les emmener là-bas, pour qu'ils puissent ramener leur langue natale, pour pouvoir exploiter cette langue, parce que les langues sont importantes pour faire de l'argentogravure. Et du coup, on a la différence entre les Britanniques qui vont pouvoir faire pousser des tomates en hiver grâce à l'exploitation du coup des langues de pays défavorisés, et dans ces pays défavorisés, ils crèvent de faim. Donc un peu la débauche de tout ça, et de se dire d'un côté t'as ceux qui ont tout et t'as ceux qui n'ont rien et qui sont exploités. On va suivre du coup un jeune orphelin récupéré à Canton en Chine qui va se faire renommer Robin Swift, qui va intégrer Babel et qui va du coup être confronté à tout ça, le découvrir au fur et à mesure. De toute façon, je pouvais pas vous parler de ce livre sans vous parler entre grosses guillemets de ce spoil parce que c'est important pour comprendre la suite. Il va se lier d'amitié avec les gens de sa classe, il va se passer pas mal de choses, ça parle pas mal aussi de privilèges, vous en doutez, et c'est un livre Dark Academia. C'est vraiment un livre Dark Academia avec du coup tout ce que ça implique. La fin est bouleversante. Je ne veux pas en dire beaucoup, mais c'était incroyable, c'est une lecture incroyable. J'ai l'impression de pas avoir bien parlé de ce livre parce que il y a trop de choses à dire en fait. Voilà, ça parle d'injustice et ça parle très bien de tout ça et c'est très juste. Voilà. Le dernier livre que je vous présente est plus un artefact qu'un livre. Il s'agit de La Maison des Feuilles par Mark Z. Danielewski. Alors, je vais vous parler de ce livre, mais si vous voulez une vidéo beaucoup plus complète mais comprenant quand même des spoilers à son sujet, il y a, je sais plus son pseudo, un youtubeur qui en a fait une très bien à ce sujet et c'est celle-ci qui m'a donné envie de le lire. Je vous mets dans le petit i de toute façon. La Maison des Feuilles, c'est un livre dans un livre. On va suivre l'histoire de ce qui est le Navidson Record. C'est l'histoire de quelqu'un qui va emménager avec sa famille dans une maison et ils vont vouloir mesurer la maison parce qu'il se passe des choses bizarres et elle fait genre 0,6 cm de plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas normal. Et un jour, un couloir apparaît et ça va mener vers un labyrinthe gigantesque. Sauf qu'on va pas suivre cette histoire-là réellement. On va suivre la thèse d'un vieux, j'appelle le vieux parce qu'on le surnomme le vieux Zampano, qui est quelqu'un qui a été tellement obsédé par ces films-là qu'il va écrire toute une thèse à ce sujet. Mais en fait, on va pas vraiment suivre le vieux Zampano non plus. On va suivre Johnny, qui est un jeune qui va emménager dans la dernière demeure de Zampano qui est malheureusement décédé et qui va tomber sur ces archives là et il va essayer de les reconstituer en rajoutant des notes de fin de page. Sauf que les notes de fin de page vont commencer à prendre de plus en plus d'espace. Du coup la vie de Johnny va se mélanger avec la thèse. On va aussi avoir les moments du Navidson Record. On va voir un petit peu comment ça se passe dans la maison. Mais c'est pas tout. Déjà il va vous falloir 2-3 marque-pages pour lire ce livre. Les annexes sont énormes et tout aussi intéressantes. Mais je vais feuilleter un peu le livre. Je sais pas si vous verrez des choses intéressantes. Oui. Vous avez peut-être vu que certaines pages sont un peu bizarres, genre ça. Et en fait, le livre est lui-même assez cinématographique parce qu'il va se passer des choses. Vous voyez, là on a vraiment un sentiment de solitude quand on lit. Parce qu'il n'y a que un mot par page, là c'est écrit que en bas, etc. Le livre en lui-même est un labyrinthe. Le livre en lui-même est cinématographique et vous verrez que la disposition du texte sert le livre. Et pour moi c'est un livre artefact parce qu'il y a plein de mystères et en fait il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Déjà dans ce livre il y a 2 mots qui sont écrits dans une couleur spécifique. À chaque fois que maison est écrit c'est écrit en bleu. À chaque fois que Minotaur est écrit c'est écrit en rouge. Il y a un mot dans le livre qui est écrit en violet.
Ce livre, même en lui-même, est assez spécial parce que l'auteur n'a pas réussi à le publier au début. Du coup, il l'a rendu libre d'accès sur internet au tout début d'internet. Sauf que quand vous lirez ce livre, tout comme les gens qui l'ont lu au début et qui continuent de le lire, vous allez être en mode purée, j'ai des théories à ce sujet, je veux voir les théories des autres, je veux voir ce que les autres en ont pensé. Et du coup, t'as des forums où les gens sont quasiment fous, où ils détaillent plein de choses, où ils trouvent plein de mystères, où il se passe plein de choses. Un petit peu à l'image de Zampano et Johnny quand ils découvrent le Davidson Record. Et ça, c'est trop cool, voilà. Donc, je dirais que le livre est bien, c'est pas le livre qui va vous retourner votre vie en termes d'histoire, mais en termes d'expérience, je n'ai jamais vécu ça et c'est vraiment trop cool. Voilà, cette vidéo est terminée, je suis désolée, je crois qu'elle est vachement plus longue que prévu et j'ai peur de pas la monter du coup. N'hésite pas à la commenter avec le livre que tu as le plus préféré, à la liker évidemment et à t'abonner si tu veux voir plein de vidéos sur plein de sujets divers et variés. Moi je te fais de gros bisous de citrouille et j'espère qu'on se retrouvera très vite. Bisous!